Allez, prends la main, Ouais, bah Quentin. écoute, C'est lancé. on va parler d'un super sujet aujourd'hui. Euh, c'est cette idée de sabotage. Tu vois vraiment que j'ai travaillé les dernières années là où je m'étais formé auprès de Shirzad Chamine, un enseignant à Stanford, qui m'a un peu ouvert les yeux sur pas mal de trucs. Tu sais, on en a parlé plusieurs fois, toi et moi, et j'aime beaucoup. Je pense que le fondement de mon travail se situe sur le discours interne, donc sur les mots qu'on utilise pour décrire notre réalité, décrire notre quotidien, et à quel point c'est important. Et en fait, quand j'ai lu le bouquin de Shirzad Chamine, La Positive Intelligence, il y a 1 an et demi maintenant, Mmh. il parlait de ce concept de saboteur interne. Alors, tu vois, j'ai toujours eu cette idée de se dire que, effectivement, on a une capacité illimitée à s'auto-saboter. Euh, on est toujours les seuls, on est la première personne, en fait, à se mettre en travers de notre propre chemin au quotidien, qu'on soit entrepreneur ou pas d'ailleurs. C'est vraiment un schéma récurrent chez les êtres humains en général. Parce qu'on réfléchit trop, j'en sais rien, mais en tout cas, ça vient de notre cerveau. Et en fait, Shirzad, lui, a vraiment créé un concept que j'aime bien parce qu'il est imagé, avec cette idée qu'il y a différents saboteurs. Donc, en fait, on a différentes manières de se saboter au quotidien. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand on parle de cette idée de sabotage interne, j'ai remarqué que souvent, c'est un truc qui parle aux gens. Tu vas te Mmh. dire, ah ouais, mais qu'est-ce que tu entends par saboteur? Je dis, bah, c'est cette petite voix dans ta tête qui te hurle dessus en disant à quel point tu es nul, ou à quel point tu devrais arrêter de te prendre la tête, ou à quel point tu devrais pas faire telle tâche, ou à quel point tu devrais te mettre à procrastiner, de manière totalement inconsciente, mais c'est grosso modo ce que ta petite voix dans ta tête te dit. Et, euh, et ce que j'aime beaucoup en fait dans cette idée de sabotage interne, c'est que Cher Zetchamin a énormément simplifié les choses, en se disant en gros, il y a 10 archétypes, et sans rentrer dans des trucs velus un peu bizarres de pseudo-développement personnel et compagnie. J'aime bien cette idée imagée, tu vois, de se dire qu'en fait, on a des manières de saboter qui sont toutes propres à chacun. Et en fait, que ces saboteurs, pour résumer les choses, sont des schémas comportementaux automatiques. Des choses qu'on a développées dans l'enfance, en fait, pour survivre, pour arriver à l'âge adulte, euh, pour survivre émotionnellement. Excuse-moi, j'ai Tout la va voix bien, prise. Quentin, tout va bien. Pour survivre, en fait, émotionnellement et physiquement, jusqu'à l'âge adulte. Parce que tu le sais aussi bien que moi, jusqu'à l'âge de 20 ans, ton cortex préfrontal est pas à maturité. Mmh. D'où la crise d'adolescence, d'où la difficulté à gérer ses émotions, à prendre des décisions, à être rationnel jusqu'au début de l'âge adulte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces saboteurs, donc ces schémas comportementaux automatiques qu'on développe dans l'enfance, dans l'adolescence, qui sont en fait issus de différentes phases de notre vie, différents challenges qu'on a pu rencontrer, qu'on a eu une enfance difficile ou non d'ailleurs, on les développe tous de manière difficile, enfin de manière autonome, euh, font que ces schémas comportementaux automatiques deviennent tellement ancrés dans notre personnalité qu'on a souvent tendance à en faire une partie de nous-mêmes, hein. En tout cas à la voir comme une partie de nous-mêmes. Et maintenant que j'ai fait cette petite introduction assez nébuleuse, euh, quand on y regarde de plus près, ces schémas comportementaux, ils sont hyper simples. C'est le perfectionnisme, c'est cette propension de certaines personnes à aller toujours plus loin. Donc, c'est-à-dire, c'est les hyperachievers, ceux qui veulent Mmh. toujours dépasser, euh, aller sur la target suivante, la cible suivante. Et ces schémas comportementaux, en fait, il y en a plein. On a une capacité infinie à se juger nous, à juger les autres, à juger les circonstances de notre vie. Certains vont être donc perfectionnistes, il y en a d'autres qui vont se comporter plus comme des victimes. Et ça, en fait, c'est des schémas comportementaux qui sont représentés chez tout le monde, avec souvent 2, 3 qui sont marqués. Et pour le remettre dans le contexte de papa preneur, moi, ça a été quelque chose vraiment d'hyper puissant, parce que je me suis rendu compte que mes plus grosses failles en tant que papa et en tant qu'entrepreneur ressortaient de cette capacité à m'auto-saboter. Par exemple, chez moi, tu vois, les deux principaux saboteurs que tu peux définir directement sur le site Positive Intelligence en faisant
l'assessment sur les saboteurs, c'était le restless, donc celui qui se repose jamais, qui s'arrête jamais, Mmh. hyperachiever. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des choses que j'ai toujours intuitivement su, mais par contre, le jour où j'ai eu les résultats du test et que je les ai vus avec les descriptions, parce que franchement, le test, j'invite d'ailleurs ceux qui écoutent à le faire parce que c'est hyper intéressant. Ça te donne une visibilité sur tes angles morts, sur tes schémas comportementaux automatiques et donc ce qui te permet, a priori, toi, la manière dont tu le perçois, qui t'a permis d'arriver jusqu'ici, qui t'a permis d'être performant, mais qu'au final te permet aussi, quand tu pousses les choses à l'extrême, de te foutre dans le jus inutilement, d'avoir une vision sur quels sont ces angles morts, comment ils sont constitués, quelle est leur signification, d'où est-ce qu'ils proviennent. Et pour moi, ça a été vraiment intéressant parce que tu vois, par exemple, on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un de très speed, que je m'arrêtais jamais, Mmh. soit ma famille, mes parents, mes amis. Et ce qui est intéressant en fait avec les saboteurs, c'est que c'est le revers de la médaille de nos plus grosses forces. Tu vois, par exemple, pour moi, le fait que je sois quelqu'un d'agité qui s'arrête jamais, toute ma vie, ça a été une énorme force. On disait: «Tu es quelqu'un qui déborde d'énergie, qui s'arrête jamais, tu es tout le temps en train de faire quelque chose, tout le temps en train de pousser, tout le temps en train d'aller plus loin, tout le temps en train de pousser tes limites». Et j'avais pas mal de potes ou de personnes de ma famille qui étaient admiratifs de ça. Sauf qu'en fait, tu as toujours le revers de la médaille. Et ça, tu vois, je pense que la plus grosse prise de conscience que j'ai eue sur le sabotage, parce que c'est de se poser la question: «Mais ce sabotage, il intervient quand?» Et en fait, il intervient quand tu pousses trop à l'extrême tes plus grosses forces. OK. Par exemple, tu vois, moi, tout le monde disait que c'était une force ce que j'avais, sauf que moi, le fait d'être, constamment en train de faire quelque chose, je me suis rendu compte avec le temps et notamment avec ce travail que j'ai fait en travaillant avec Shirzad Chamine, qu'en fait, c'était la source de mon anxiété. Depuis que je suis gamin, je suis quelqu'un d'hyper anxieux, hyper stressé, parce que je suis tout le temps en train de faire quelque chose. Et bah, c'est pas parce que je fais tout le temps quelque chose que je suis, productif, que je suis dans l'action. Il y a beaucoup des choses que je faisais qui étaient juste, un schéma comportemental automatique. J'avais pris l'habitude de tout le temps faire quelque chose, de toujours combler mon temps, de ne jamais rien faire. Parce que pour moi, tu sais, c'est les flemmards qui font rien et compagnie. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a peut-être, allez, je vais caricaturer, mais 50 des choses que je faisais qui n'avaient pas d'impact concret et direct sur la qualité de ma vie. Et au contraire, elles faisaient que, vu que je ne m'arrêtais jamais, j'étais stressé, j'étais anxieux. Parce que j'étais tout le temps en train de me dire: «Qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai atteint ça?» Et tu es tout le temps à la course, un peu à courir, à jouer à la balle avec ton ego. Genre, tu vois, tu te fixes des objectifs et tu es tout le temps en train, en fait, de jeter ton ego en avant, courir après. Une fois que tu l'as attrapé, tu dis: «OK, maintenant je le lance où?» Et tu es tout le Mmh. temps en train de faire ça du matin au soir. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, effectivement, c'est un des saboteurs, mais il y en a plein. Il y en a plein. Le perfectionnisme, c'est à la fois une grande compétence, cette envie de rechercher l'excellence, mais ça peut être une énorme manière de se saboter au quotidien, qui peut engendrer la procrastination. Il y en a beaucoup qui se disent perfectionnistes et qui voient ça comme une énorme qualité, mais quand tu le pousses à l'extrême, en fait, tu proposes rien. C'est jamais assez bien, c'est jamais assez parfait, donc tu lances jamais le produit, tu lances jamais le service. Ça, en tant qu'entrepreneur, c'est un énorme sujet. Non, mais Et tu tu vois, as ça, entièrement raison, ouais. je sais qu'on avait fait une présentation Ouais. à tes abonnés, certains abonnés de ton podcast, et le sujet avait été assez marquant. J'avais eu pas mal de retours positifs. Et toi aussi, Mmh. ça t'avait pas mal intéressé justement ce sujet. Toi, t'en avais retiré quoi d'ailleurs de cette idée de sabotage? Malheureusement, je me rappelle plus les saboteurs que j'avais. Heu, je crois te les avoir transmis à l'époque, mais je m'en souviens plus. Mais effectivement, c'est intéressant de pouvoir catégoriser les choses et de mettre un mot potentiellement sur une tendance. Comme tu l'as dit, tu le savais, tu le supposais, mais tu n'avais jamais, pardon, réellement acté les choses. Et je pense qu'en avoir Mmh. conscience, mettre un mot sur, un problème, parce que c'est un problème en tant que tel, mais qu'on peut résoudre, permet justement d'entreprendre des actions pour le résoudre. Et en plus, ce qui est intéressant de moi par rapport au test, c'est que je crois qu'il y a, tu me confirmeras ou non ce que je dis, des pistes de progression à Mmh. mettre en place pour justement commencer à contrecarrer les saboteurs en question. On n'est pas uniquement sur un test qui décrit une situation, mais qui tend à améliorer la situation. Avant de te laisser prendre la main parce que tu maîtrises plus que moi, mais effectivement déjà cette notion de catégorisation me paraît très importante parce que le cerveau aime catégoriser. Le cerveau, aime quand c'est noir ou blanc. Pourquoi? Parce qu'en termes de raisonnement, c'est beaucoup plus simple. Au niveau évolutif, quand tu es face à un tigre à dents de sabre, c'est mieux que ce soit noir ou blanc plutôt qu'une nuance de gris.
Tu pas le temps de réfléchir à nuance Mmh. de gris. Donc tout ce qui est catégorisé en binaire est beaucoup plus simple pour le cerveau, du coup, il apprécie les catégorisations. Donc c'est intéressant effectivement comme test également à ce titre-là. Et ensuite, tu parlais au début de l'échange et je voulais rebondir dessus, mais je voulais pas te couper. Sur le fait qu'effectivement, on est la pire personne pour se motiver, du moins généralement, hein. Il y a souvent des hauts débats, on va dire, mais on est souvent également la pire personne pour se juger positivement et j'en passe. Et ça fait écho à un biais cognitif, pareil, qui est hérité de l'évolution comme tous les biais cognitifs, qui est le biais, de négativité. Mmh. Qui fait que le cerveau humain de base est conçu et a évolué pour voir constamment le verre à moitié vide et non pas le verre à moitié plein. Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi ça a été retenu par l'évolution? En fait, la raison, elle est simple. Un homme préhistorique qui voyait constamment, le côté négatif des choses était préparé aux éventualités négatives. Donc il avait plus de chances de survie, contrairement à un homme préhistorique, on va dire bisounours, pour qui tout allait bien se passer. Et forcément, quand un imprévu survenait, le mec préparé avait plus de chances de survivre que le mec non préparé. Donc ces gènes, on va dire en quelque sorte, de négativité se sont transmises jusqu'à aujourd'hui. Et on en fait encore les frais malgré le fait qu'on ne vit plus aujourd'hui dans une savane. Du coup, ça se traduit comment? Par un discours interne qui est négatif. Et ce discours interne, c'est intéressant parce que j'ai fait une vidéo récemment sur ma chaîne YouTube personnelle sur tous les travaux de Carl Friston en lien avec la productivité. Et Mmh. notamment le fait effectivement qu'un discours interne fait en sorte que le cerveau, dont le but premier est de conserver son énergie pour assurer notre survie, ne va pas allouer d'énergie à la réalisation d'une tâche. Je prends souvent l'exemple de la musculation, tu es face à une barre, tu te dis: «Cache, elle va être trop lourde, je vais pas réussir, ça va être compliqué, je suis mauvais» j'en passe. Automatiquement, ton cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire: «OK, pourquoi allouer de l'énergie qui est si précieuse pour moi, pour faire cette tâche, alors que je sais concrètement que je vais pas la réussir?» Et du coup, on crée quoi? Une prophétie autoréalisatrice, pardon, dans laquelle on se dit qu'on va échouer, du coup, on va échouer. Est-ce que ça veut dire pour autant, effectivement, que se dire l'inverse: «Je vais réussir à porter cette barre qui est extrêmement lourde, sans qu'on ait les capacités, va nous aider à le faire»? Non. Ça va juste contribuer potentiellement à réussir. C'est pas une garantie, mais c'est une contribution supplémentaire. Et en productivité, c'est pareil. Je suis un aparté, j'en ai conscience, mais c'est un sujet qui est vraiment important et qui me tient à cœur. Ouais, Cette c'est notion de discours intéressant, ouais. interne dont tu as parlé. Et en productivité, du coup, c'est pareil. En fait, si on se dit effectivement, mon enfant, pour raccrocher avec papa preneur, parce que c'est le but du podcast, il est parti à la sieste, ça fait 1 heure qu'il dort. Maintenant, il peut se réveiller à n'importe quel moment. J'aurai jamais le temps de faire ça. Oui, bah, effectivement, tu n'auras jamais le temps de faire ça. Pourquoi? Parce que ton cerveau ne mettra pas l'énergie nécessaire pour te donner la capacité de faire ce que tu as à faire en moins de temps. Donc forcément, par temps Mmh. défaitiste, tu conditionnes ton métabolisme, tu conditionnes ton cerveau, tes capacités cognitives, ta motivation, ta productivité, ton efficience et j'en passe, à sous-performer, à être à un niveau inférieur que leur niveau, maximal potentiel. Et c'est pourquoi effectivement, j'invite souvent mes clients que je coach et que j'accompagne à prendre le temps de noter leur discours interne pour réduire ce qu'on appelle le phénomène d'erreur somatique. L'erreur somatique, qu'est-ce que c'est? C'est l'écart entre la prévision et la réalité. Parce qu'on l'a déjà évoqué précédemment dans les podcasts passés, le cerveau est un organe anticipatif. Il anticipe les conséquences de ses actions. Et donc, constamment, son but, c'est de réduire cette prévision-là. Parce que comment dire, plus il fera coller la prévision à la réalité, moins d'énergie sera gaspillée. Donc, si on peut précisément analyser son discours interne pour adapter les tâches qu'on va faire en fonction de ce dernier, on va réduire l'erreur somatique et donc le gaspillage d'énergie. Et également, autre chose importante à mettre en place, c'est le fait d'analyser également l'erreur somatique a posteriori, une fois qu'on a fait la tâche. Réellement, prendre conscience de OK, ma prévision c'était ça, la réalité c'était ça. L'écart, je dis n'importe quoi, mais de 10. Ça veut rien dire, mais grosso modo, si on mettait une échelle arbitraire, ce serait 10. Comment est-ce que je peux faire pour la prochaine fois pour que cet écart passe à 8, à 7, à 6, à 5? Est-ce que je dois effectivement changer de tâche? Est-ce que je dois faire en sorte que la tâche soit moins compliquée, plus la découper, et cetera? Pour réellement faire en sorte que ma prévision colle à la réalité. Pour ne pas à nouveau perdre trop d'énergie, parce que quand on manque d'énergie, forcément déjà, à nouveau, on place le cerveau dans une condition pour ne pas réussir. Et en plus, on s'épuise pour le reste. Et on se crame beaucoup trop tôt dans la journée pour accomplir tout ce qu'on a à faire. Et quand on n'est pas papreneur, on a tellement peu de temps à disposition généralement, surtout durant les premiers mois, voire la première année et demie, on va dire, qu'on ne peut pas se permettre de ne pas avoir assez d'énergie au quotidien. Et c'est pour ça qu'on bosse actuellement, Quentin, d'ailleurs, sur une formation gratuite pour, réunir un peu ta fille a 4 ans, je crois, de mémoire, hein, tout comme mon premier fils. Elle va avoir 4 ans dans 2 mois, ouais. Ouais, donc on a Dans quasiment 2 10 ans mois. de papaprenariat à tous les 2 cumulés, on va dire, en quelque sorte. Donc nos 10 ans d'expérience cumulée une formation vidéo qu'on va vous proposer gratuitement, c'est important pour nous, qui portera justement principalement sur l'énergie. Parce que l'énergie est Mmh. au cœur de tout. C'est vrai qu'on sous-estime Ah, c'est le souvent ner quand on prend c'est des le nerf livres de la comme guerre. une nerf de la guerre, effectivement, une voiture sans carburant n'ira jamais loin. D'abord, un objectif, les moyens de l'atteindre, si tu as pas la mise en mouvement, tu feras du surplace, c'est logique. Et aucun livre de productivité n'en parle. On parle pas d'énergie dans la méthode GTD. On parle pas d'enfants non plus d'ailleurs. Donc nous, on a vraiment cette vocation-là d'axer sur les piliers qui pour nous sont centraux, mais qui pour autant sont oubliés.
Et justement, ces piliers, on en parlera dans la méthode gratuite qu'on vous fournira, avec l'énergie d'une part, également la concentration. Et si on peut effectivement conditionner le cerveau humain à être efficace, à passer de 0 à 100 en un claquement de doigts, là, on peut exploiter son temps efficacement. Et quand on sait qu'on peut le faire, justement, on va donner les conditions au cerveau pour qu'il donne l'énergie nécessaire pour qu'on puisse le faire. Et là, j'ai tellement digressé, mec. Je suis désolé. Mais tout ça pour dire que c'est un super test. Si je résume de base l'origine de l'échange. Ouais, c'était un très bon test, effectivement, puis se catégoriser est très bien parce qu'on met un mot à nouveau sur une pathologie, c'est pas vraiment le bon terme, on met un mot sur un état. Et du coup, en nommant les choses, on peut les améliorer. Et ça, c'est important. Le vocabulaire est important. Et complètement, tu vois, moi, il y a un truc que je répète à beaucoup de clients, et c'est assez drôle, hein, parce que ça fait, même si ça fait que 3 ou 4 ans que je coach en tant que profession, je suis passionné par en fait, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait depuis que j'ai 15 ans. Je pense parce que je viens d'une famille où il y avait zéro communication, les gens ne parlent pas, les gens n'expriment pas Ouais. leurs sentiments dans ma famille, ne communiquent pas, et j'ai toujours eu intuitivement cette envie de comprendre pourquoi est-ce que mon père faisait ça, pourquoi est-ce que ma mère Mmh. faisait ça, vu qu'ils parlaient pas. Donc au final, c'est toujours un sujet qui m'a passionné, et plus ça va, après avoir étudié la PNL, l'hypnose, le processcom, Ouais. plein d'approches différentes, je me rends compte qu'en fait, on peut vraiment simplifier la dynamique humaine à, aux mots. Et plus Mmh. ça va, plus je me dis qu'en fait, tout ce qu'on a, ce sont nos mots. Parce que les mots que tu utilises pour communiquer avec quelqu'un, c'est le message que tu vas envoyer. La qualité de ton message que tu vas transmettre à quelqu'un est liée à la précision des mots que tu vas utiliser dans un certain contexte. Et en fait, ça, par miroir, c'est exactement, enfin, c'est tout aussi vrai au niveau interne. Les mots que tu utilises pour définir ton quotidien, ta réalité, les tâches que tu fais, ce que tu es en train de mettre en Mmh. place, la manière dont tu interagis avec les autres, avec toi-même, ça définit au final ta réalité, ça définit ta réalité physique, mais aussi émotionnelle. Mmh. Et c'est pour ça que tu pas digressé au final, tu es parti d'idée en idée, et et tout tourne autour de ça. Tout gravite autour de cette Mmh. notion justement de dynamique interne, comme j'aime bien en parler. Ouais. Et tu vois, par rapport à Papapreneur, effectivement, alors il s'agit pas d'une pathologie comme tu le dis, quand tu dis: «Bah, je suis un hyperachiever, je suis j'ai le mot en anglais, un stickler, un perfectionniste, je suis, une victime». En fait, il y a pas de «je suis ci, je suis ça». C'est c'est tout ça, en fait, l'intérêt, de cette idée des archétypes des saboteurs, c'est que tu n'es pas hyperachiever, tu n'es pas une victime, tu n'es pas, quelqu'un qui est hyper vigilant, tu n'es pas quelqu'un qui est là pour faire plaisir à tout le monde. C'est un comportement que Mmh. tu as développé. Et en fait, souvent, tu vois, c'est cette prise de conscience qui crée un shift mental. De se dire: «Ah oui, effectivement, je ne suis pas comme ça. C'est une facette de moi-même. Je ne suis pas la somme de mes comportements». Contrairement à ce qu'on a tendance à dire. On a tendance à dire, au final, un être humain, c'est ni plus ni moins que la somme de ses comportements. Dans la réalité physique, peut-être. Mais fondamentalement, on est tous quelqu'un au fond de nous. On est tous cette image idéalisée de nous-mêmes. Et ce qui est hyper intéressant, tu vois, c'est de te dire que, en fait, cette image idéalisée de nous-mêmes, si on arrive à, tu vois, l'image calme, qui ne s'énerve pas, qui est tout le temps zen, qui réussit, qui est chaleureuse, pleine d'amour envers les autres, on l'a tous quelque part au fond de nous. Cette image, si elle est là et qu'on arrive à la penser, c'est qu'elle existe. Et en fait, par-dessus, c'est un peu comme un oignon, il y a différentes couches qui se sont greffées, des couches culturelles, des couches sociales, des couches qu'on a développées en termes de comportement personnel, qui viennent nous, on va dire, construire, en tout cas c'est la manière dont nous on l'interprète. Et moi, ce que je trouve en fait hyper intéressant, c'est que c'est neuf. D'ailleurs, je pense que en description du podcast, on mettra le lien vers l'assessment, parce que c'est Tu intéressant. Alors, m'enverras, c'est ouais. qu'en Mmh. anglais. C'est qu'en anglais. Mais c'est vraiment intéressant parce que une fois qu'on en a pris conscience, et qu'on a compris quels sont ces principaux saboteurs, c'est pas de la science de pointe. Il y a pas besoin d'être un génie pour comprendre le concept. C'est pour ça que c'est hyper simple. Et une fois que tu as compris, en tout cas identifié quels sont les saboteurs et la manière dont ils se matérialisent, et une fois je le redis, c'est pas de la science de pointe, c'est très très simple. Avec les enfants, c'est génial. Ouais. Avec les enfants, c'est génial parce que très rapidement, souvent à partir de 3, 4 ans, on peut commencer à identifier certains schémas comportementaux récurrents chez eux. Et ah tiens, moi je sais que ma fille, elle se comporte souvent comme une victime. Ça ne veut pas dire que ça fait quelqu'un de faible, de machin, c'est qu'en fait c'est un comportement qu'elle a développé parce qu'à un moment, ça lui a permis d'attirer notre attention. Quand on Mmh. était sous l'eau, sa mère et moi, elle s'est Mécanisme rendue de compte que survie, quoi.
Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est un mécanisme de survie, le saboteur. Et on l'appelle le saboteur parce qu'en fait, comme je le disais, il a une utilité apparente quand tu es enfant et que tu es dépendant de tes parents. Tu es dépendant en fait, des personnes qui y a autour de toi pour survivre émotionnellement et physiquement. Le truc, c'est qu'en fait, il s'ancre tellement en toi, vu qu'il est là quand tu es enfant, que quand tu arrives à l'âge adulte et que ton cortex préfrontal s'est vraiment développé, donc tu as une capacité à prendre du recul sur toi-même, à couper ces Mmh. schémas comportementaux volontairement, que tu ne le fais pas. Parce que même si cette partie de ton cerveau qui te permet de faire tout ça s'est développée, tu as 20 ans d'automatismes qui sont déjà ancrés et qui sont tellement ancrés qu'ils sont totalement invisibles à tes yeux. Ouais. Et on se rend pas compte en fait de ces schémas. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup justement les archétypes. C'est que ça te permet de dire ah ouais effectivement. Au début tu te dis ah ouais c'est moi complètement. Et à chaque fois tu vois moi je rapporte, je décale le débat en disant non c'est pas toi, c'est un de tes comportements. C'est un comportement qui est issu une de tes forces. C'est un comportement qui t'a apporté énormément de choses, mais néanmoins qui une fois poussé à l'extrême et s'il est invisible te sabote. Parce qu'en fait il t'empêche d'être heureux. Ce qui est intéressant en fait avec cette idée de saboteur, c'est que ça t'apporte des résultats. Être un hyperachiever, je reprends mon exemple, ou, ou un restless, quelqu'un d'agité qui s'arrête jamais, ça m'a apporté énormément de résultats. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai ancré ce comportement en moi, parce que jusque-là, ça m'a Mmh. apporté des résultats. Néanmoins, jusqu'à il y a encore quelques années, j'étais quelqu'un avec tout le temps de la colère, qui était drivé par un discours interne qui était, mais sincèrement ignoble, il n'y a pas d'autre mot. Je passais mon temps à m'insulter, à me flageller, à me dire que j'étais la pire des merdes, et en fait à me mettre des coups de pied au cul en me disant allez avance, t'es pas une merde, t'es fort, tu vas voir, tu vas y arriver, machin. Ou dès que j'arrivais pas à faire un truc, t'as vu, t'es vraiment un blaireau. C'était des mots qui résonnaient tout le temps dans ma tête, mais du matin au soir. Et ça m'a apporté des résultats, ça m'a permis d'être directeur dans une banque privée à 29 ans, ça m'a permis de créer ma boîte à 30 ans, d'être consultant pour des banques privées, de développer ma société et tout, et d'être sportif de haut niveau, tout ça. Néanmoins, j'avais cet aspect performance, mais j'avais pas l'aspect bien-être. Et c'est ça qui est hyper vicieux en fait avec les saboteurs. C'est que oui, ça t'apporte des résultats, donc ils ont l'air d'être bénéfiques. Néanmoins, ils te font évoluer à travers des émotions négatives. Des émotions négatives qui, oui, t'apportent des résultats, mais effectivement, quand tu apprends quelques techniques, et d'ailleurs, je pense qu'on en parlera dans la formation gratuite, en fait, ça revient à une idée que tu as présentée pendant ce que tu as appelé ta digression, mais qui était au final hyper intéressante. C'est de se dire que notre cerveau, c'est une machine à créer du sens. Il a besoin, effectivement, de créer du sens. C'est pour ça que nos enfants posent toujours la question pourquoi, 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 pourquoi. Mmh. Parce que fondamentalement, notre cerveau a besoin de savoir. Et en fait, quand notre cerveau commence à créer des prédictions, parce que comme tu l'as dit, Jérémy, c'est une machine prédictive, il est là pour faire des projections et se dire tiens, euh, si je fais ça, quelles vont être les conséquences et quels résultats potentiels je peux espérer. Notre cerveau fait ça, et ce qui est hyper intéressant, c'est que toutes les études montrent qu'il est nul. Il est complètement nul à ça. Parce qu'en fait, il se base sur une base de données qui est le passé. Et la manière dont il va créer du sens, c'est de se dire j'ai cette base de données interne qui est en fait mes expériences passées. Il va en faire une projection linéaire dans le futur en se disant il s'est passé ça dans mon passé, voilà ce que potentiellement il peut arriver dans le futur. Mais en fait, le cerveau réfléchit de manière linéaire, il est absolument pas capable de réfléchir de manière chaotique. Donc, c'est la manière dont fonctionne la réalité, ni de manière exponentielle. C'est pour ça que lors du coronavirus, on a eu tellement de mal à comprendre que tu allais serrer la main à quelqu'un, tu mettais pas de masque, tu t'étais pas lavé les mains, c'est pas grave, c'est qu'une personne. Sauf qu'en fait, une personne fréquente 5 autres personnes, et la croissance de ce virus, en fait, était exponentielle, et le cerveau n'a pas cette capacité à réfléchir de manière exponentielle. Et comportementalement parlant, c'est intéressant parce que tu es tout le temps en train de faire des projections linéaires sur ta vie. Mmh. Et là, c'est moi qui digresse, tu vois, c'est de se dire, on est tout le temps en train de se fixer des objectifs selon une manière linéaire. Et ton raisonnement est intéressant de se dire comment est-ce que je peux réduire l'écart entre le résultat que j'ai eu et la réalité, tout en prenant conscience que cet écart, il sera jamais de zéro. Parce que tu es sur un objectif qui est mouvant. Tes idéaux, tes désirs, ils bougent de jour en jour, ils bougent de semaine en semaine, ils bougent de mois en mois et d'année en année. Et en fait, tant que tu raisonnes sous une dynamique, comment il s'appelle? C'est Dan Sullivan qui parle de cette idée d'écart et de gain. C'est que quand tu pars du principe qu'il y a ta réussite et que tu l'évalues par rapport à ton idéal, à tes désirs, tu es tout le temps en train de l'évaluer vis-à-vis d'une cible mouvante.
D'où ce Mmh. phénomène de se dire, et ça c'est hyper, hyper violent en entrepreneuriat, que tu es tout le temps en train de courir après un truc. C'est en fait l'hédonic treadmill, le tapis roulant hédonique. De dire, tu es tout le temps en train de chasser un objectif qui est mouvant. Donc une fois que tu l'atteins, tes désirs ont déjà évolué. Et tu es tout le temps en train de courir après quelque chose. Et ça, tu vois, c'est ce que Dan Sullivan, qui est un des plus grands coachs, business coach du monde, appelle l'écart. Tu es dans un mindset en fait d'écart, un état d'esprit d'écart, où tu es tout le temps en train de te comparer à ton idéal, sachant que ton idéal évolue tout le temps. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, toujours pour allier cette performance et ce bien-être, il dit c'est plus simple et plus sain, surtout, pas plus simple mais plus sain, de matérialiser, enfin d'évaluer ta réussite actuelle à ton point de départ. Et à toujours OK. regarder en fait d'où je suis parti et quels sont les gains que j'ai obtenus jusqu'à aujourd'hui. Et ça, en fait, c'est beaucoup plus simple parce que tu es sur une dynamique qui est positive. Ça te permet de tout le temps regarder derrière toi, de tout le temps dire, OK, qu'est-ce que j'ai acquis? Et tu vas te dire, si tu attends, tu prenais l'exemple de là, je suis 0 et je vise un 10, tu peux très bien arriver à un 7 et te poser la question, bah, moi, aujourd'hui, ma réussite, elle est à 7 sur 10. Mon idéal, il était à 10. Qu'est-ce que je peux faire pour arriver à 10 et combler cet écart? Mais tu seras toujours dans cette dynamique négative de te dire, il faut Mmh. que j'arrive à combler un écart. Ou tu peux te dire, tiens, je suis à 7, je suis à 8, et regarder derrière toi, te dire, OK, qu'est-ce que j'ai accompli? J'ai accompli tout ça. Et te dire, d'être dans cette dynamique de gain, de dire, qu'est-ce que je peux maintenant mettre en place pour avancer? Sachant que j'atteindrai jamais en fait le 10, parce que c'est un 10 qui évolue tout le temps. Et cette dynamique, elle te permet de, ce qu'on dit en fait assez régulièrement en entrepreneuriat, de tomber amoureux du process, du chemin, Ouais. sans te focaliser sur l'arrivée. Mmh. Et ça, tu vois, par exemple, pour revenir aux saboteurs, il faut savoir que nos saboteurs internes, ce sont les premiers qui vont nous foutre dans cette dynamique d'écart. Tu vois, de toujours courir après quelque chose qu'on n'arrive pas à atteindre, de toujours nous flageller émotionnellement, de nous flageller mentalement sur le fait qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas au niveau, qu'on n'est pas assez fort, qu'on n'est pas assez beau, qu'on n'est pas assez intelligent, qu'on n'est pas assez, qu'on n'a pas assez de valeur. Et, et bien que depuis l'enfance, il nous ait été utile, une fois qu'on commence à prendre conscience qu'il suffit juste de revenir dans le présent, de se recentrer quelques secondes, de prendre conscience de ce petit discours interne qui est en train de s'installer dans notre tête et qui est en train de nous faire virer dans une spirale émotionnelle négative, plus vite ça on en prend conscience, plus vite on a la capacité de stopper. De dire tiens, je suis encore en train de partir dans un trip Mmh. mental où je me parle mal, où je me sabote. Et en fait, là, c'est plus, enfin, c'est même pas, tu vois, je me sabote, je vais faire une distinction. C'est, il y a mon saboteur, il y a ce schéma comportemental qui est en train de prendre le lead, et j'ai, à ce moment-là, la capacité de dire stop, de lui enlever les mains du volant, et de dire non, c'est moi qui conduis. Et ce concept, pour moi, il est vraiment fondamental. Je commence à essayer de l'inculquer à ma fille, mais ça, elle a une tendance hyper active, un peu comme moi au final, à jamais s'arrêter. Mais vu que je sais à quel point ça m'a foutu dans le jus toute ma vie, à quel point ça m'a été, alors bénéfique dans certains sens, mais émotionnellement, ça m'a plus généré des émotions négatives qu'autre chose, j'essaie de commencer à lui faire prendre conscience que, tu vois, le but, en fait, c'est à partir de 5-6 ans, je pense qu'elle commencera à prendre conscience de ça, mais petit à petit l'amener à se recentrer, à respirer, à se poser, à couper, à réfléchir, à être plus dans le présent, en fait. Parce qu'elle commence à développer ces schémas comportementaux automatiques que moi, j'arrive à repérer assez facilement, ce que je vais utiliser avec mes clients. Et de te rendre compte à quel point c'est facilement sur le développement des enfants. Tu vas te dire, ah tiens, effectivement, elle commence à avoir un petit côté perfectionniste, à vouloir faire les trucs elle-même, ça doit être nickel, ça doit être machin. Avoir ce côté hyper achiever. Un hyper achiever, fondamentalement, c'est quelqu'un qui attache son identité à sa réussite. Donc tu vois, elle, quand tout va bien, quand elle est belle, quand elle est bien habillée, c'est dingue, c'est une fille de 3 ans et demi, elle est tout en talons avec son petit sac, on ne sait pas d'où elle tient ça, parce que ma femme n'est pas comme ça. Elle est très coquette. Et quand elle se sent pas belle, c'est la fin du monde, tu vois. Mmh. Ou quand elle n'arrive pas à avoir le résultat qu'elle attend, lorsqu'elle fait un puzzle, lorsqu'elle fait un dessin, un machin, elle s'énerve et elle arrête, elle fait autre chose. Elle passe à autre chose. Et en fait, tout va bien quand elle y arrive, et quand elle n'y arrive pas, tout va mal, c'est la crise. Et ça, c'est ce côté hyper achiever, tu vois, en fait, tu te tapes sur l'épaule quand tout va bien.
Et ce qui est intéressant, c'est de te dire, moi, j'ai vu tout ce que ça m'a apporté bénéfiquement et négativement, et de commencer très tôt, en tant que papa preneur, à lui commencer à lui faire poser le doigt sur ses comportements. Mmh. Parce que le but, c'est que j'ai envie qu'elle soit performante, mais j'ai aussi envie qu'elle soit heureuse. Et je pense que ça, c'est un truc que C'est nous, beau. tu vois, en tant que parents, en prenant conscience nous-mêmes, on peut aider nos enfants à en prendre conscience et avoir une vie qui allie bien-être et performance. Merci pour, ce long discours, Quentin. J'ai pris des notes pour te dire. En fait, c'est vrai que de base, j'aime interrompre les gens et là, je dis: «Non, c'est bon, il est parti, c'est nickel, je vais le laisser dérouler parce que c'était parfait». Il y a plusieurs éléments effectivement que tu dis qui sont vraiment passionnants et vraiment intéressants, notamment cette, distinction à faire entre «je suis» et «c'est mon comportement». C'est 2 choses vraiment importantes à mettre en distinction, même en opposition, j'ai envie de dire. En fait, ça le fait de se dire: «Je suis quelque chose» ou «tu es quelque chose», potentiellement en désignant quelqu'un, crée un phénomène cognitif à nouveau qu'on appelle l'étiquetage, que tu connais très bien, je pense. Mm. Biais Le fait, en d'étiquette, fait, ouais. simplement qu'on accole un stéréotype à quelqu'un et le cerveau, à nouveau, étant conditionné pour anticiper les choses, va tâcher d'anticiper son futur au regard et au prisme de l'étiquette qui lui a été collée. Donc Mm. forcément, en fait, on se définit et on devient la définition que l'on s'est imposée ou qu'on nous impose aussi et ça, j'en parlerai après. Et c'est pourquoi typiquement ma compagne est victime d'insomnie, Aurélie, que tu connais par mon biais du coup et elle a un podcast Mm. par rapport à ça, mais peu importe. Mais c'est vrai que souvent j'ai tendance à lui dire: «OK, tes clients sont insomniaques». Non, ils sont victimes d'insomnie. C'est Mm. différent. Ils se sont Parce qu'on les définis comme qualifie en insomniaques. insomniaques, voilà, du coup, Mm. ils se sont définis comme tels et là, c'est pas bon. Parce que quand on se définit par rapport à quelque chose, on veut rester cette chose-là. Ça devient notre identité. Donc si on se définit comme étant insomniaque, on restera insomniaque. Mais si on devient victime d'insomnie, on voit que c'est un élément qui est exogène, du coup, qui est différent de nous, qui est dans nous, mais qui n'est pas réellement à nous, on va dire et du coup, on peut le corriger cet élément. Donc c'est important effectivement par rapport à vous-même qui nous écoutez, de ne pas vous étiqueter. Également, de ne pas étiqueter vos enfants. Et là, je fais écho à 2 effets dont j'ai déjà parlé, mais qu'il est important, je pense, de rappeler, c'est l'effet Golem et l'effet Pygmalion. Et en fait, ça fait écho à des travaux menés par un chercheur, alors il y en a même 2 pardon, Rosenthal et Fobb, qui sont allés dans l'école Dock School, une école aux États-Unis. Précisément où elle était, je ne sais plus, mais c'est pas important. Mais c'est une école qui est très pauvre. Ou du moins qui était. Est-ce qu'elle l'est encore? Ça, j'en sais rien, peu Mm. importe. Et en fait, ils se sont présentés là-bas comme étant des chercheurs pour Harvard, alors que c'était pas le cas, c'était des chercheurs indépendants et financés par, un institut. Et ils ont dit aux profs: «En fait, on va évaluer tous vos élèves au niveau de leur QI». Donc ils ont fait passer un test à tous les élèves de QI et après, de façon arbitraire, ils ont truqué les résultats. Ils ont attribué, des résultats exceptionnels à 20 des élèves. Ils ont fait en sorte après également qu'il y ait une fuite de ces résultats au niveau des professeurs, alors que Mm. l'origine, ça devait être confidentiel. Et du coup, ils ont laissé un peu le temps faire et ils sont venus un an après et du coup, 1 an après, ils ont évalué à nouveau les élèves au niveau de leur QI. Et ils ont comparé du coup les résultats de N-1, les vrais résultats, pas les faux qu'ils ont divulgués intentionnellement, et les résultats présents. Ils ont remarqué en fait une amélioration entre 5 et 20 points de QI chez les élèves pour lesquels ils ont truqué les tests, qu'ils ont Mm. majoré en quelque Sachant que sorte. la Pourquoi? distribution avait été totalement aléatoire. Aléatoire, complètement. Ça peut être le meilleur de l'école et le pire, les 2 ont été surévalués. Typiquement, le cas a pu se présenter. Et du coup, pourquoi cet écart si important? Que les autres élèves, eux, ont stagné? Pour la simple et bonne raison que le regard des professeurs a changé sur les élèves. Ils ont accordé plus de temps aux élèves, Mm. plus, de bonnes intentions, plus de félicitations. Du coup, ils les ont étiquetés positivement. Du coup, si on boucle ça par rapport aux travaux de Carl Friston par rapport à l'énergie libre, simplement en rassurant ces élèves en question, leur cerveau s'est dit: «OK, je peux y arriver. Du coup, je peux libérer de l'énergie pour justement atteindre l'objectif qui m'est fixé». Contrairement aux autres qui, eux, ont été peut-être pas négligés, mais potentiellement juste laissés de côté. Effectivement, le cerveau ne s'est pas dit: «Je peux y arriver». Il ne s'est pas dépassé, il n'a pas loué du coup Mm. d'énergie supplémentaire pour atteindre son but. Et c'est vrai qu'on peut se dire: «OK, c'est isolé et cetera». Donc déjà non, parce que ça a été reproduit et en plus, on retrouve ça chez tous les organismes vivants. Parce qu'avant, Rosenthal et Fobb ont fait la même expérience sur des rats. Ils ont pris 2 groupes de rats qu'ils ont donnés à des étudiants en leur disant: «Vous avez une semaine pour les entraîner à traverser un labyrinthe le plus efficacement possible». Mais en disant à la moitié des 12 étudiants, grosso modo: «Vos rats, c'est des merdes, ils sont très lents, ils sont débiles», à l'autre groupe: «Ils sont super intelligents et rapides». Or que les rats étaient les mêmes, très clairement. Et sauf qu'une semaine après, effectivement, les rats dits intelligents et rapides ont surperformé par rapport aux rats dits débiles et lents. À nouveau pour la même raison, parce que les rats dits rapides ont été chouchoutés, ont été caressés, ont eu de l'amour, ont eu de l'affection. Du coup, ce qui les a conduits à faire ce test-là du labyrinthe beaucoup plus rapidement que les autres rats, alors qu'à Mm. nouveau, c'était les mêmes rats. Tout ça pour dire effectivement qu'étiqueter des gens, c'est une des pires choses à l'heure actuelle. Et moi, ça fait écho à un comportement que je déplore chez les parents, modernes, hein, à dire à leur enfant: «Arrête de pleurer, tu moche».
Arrête de pleurer, t'es pas gentil. Ouais, désolé, là, tu colles une étiquette sur ton enfant, en fait. Déjà, tu mets un frein Mmh. sur ses émotions. Tu l'empêches d'exprimer ce qu'il est, ce qu'il ressent, ce qu'il a en lui. Également, tu restreins sa nuance d'émotion à 2 comportements que sont la joie et la tristesse, alors que le spectre est beaucoup plus large. Et du coup, comme on l'a dit précédemment, quand on nomme des choses, on peut réellement les faire siennes, on peut les améliorer, on peut les comprendre, les utiliser. Et en plus, en étiquetant ton enfant de moche ou de pas beau, ça te surprend que plus tard, ton gamin soit dit hypersensible? C'est pas qu'il est hypersensible, ton gamin, c'est qu'il a pas compris sa sensibilité et toi, tu l'as frustré par rapport à ça. Et je trouve que ce comportement-là de ne pas prendre le temps à dire à ses enfants concrètement l'émotion qu'ils ressentent eux et ne pas les juger et les faire accepter leurs émotions est un comportement véritablement délétère à l'heure actuelle. Et ça crée des adultes en fait irresponsables à terme. Parce qu'incapables de se comprendre, de se gérer et de comprendre également la source de leurs émotions. Mmh. Combien d'adultes, et moi le premier, je l'étais, hein, sont en colère sans savoir pourquoi? Bah, voilà, en fait. Si durant des années, durant toute ton enfance, tes parents t'ont bloqué l'élément déclencheur en te disant simplement: «C'est rien et cetera, ne pleure pas, tu es un garçon, tu es fort» et cetera, un sujet que tu voulais aborder en podcast en plus, Quentin, automatiquement, l'enfant ne saura pas se gérer et donc plus tard, ce sont des adultes à nouveau incapables d'être autonomes, d'être efficaces et en plus, ça crée un élément, ce reboucle par rapport à mon sujet de prédiction qui est la productivité, ça crée un terreau dans lequel, en fait, le corps va constamment s'épuiser. Parce qu'il va lutter contre lui-même. Il va pas comprendre ce qui lui arrive. Du coup, quand on comprend pas, forcément, on ne peut pas supprimer la cause première. Donc, qui dit lutte constante, dit forcément beaucoup d'énergie gaspillée, à s'énerver, à être en colère, à ne pas pouvoir corriger ça. Du coup, c'est qu'en plus une frustration supplémentaire ou cette notion de je canalise constamment mes émotions. Je ne les laisse pas s'exprimer, du coup, ça me demande de l'énergie pour les canaliser. Et du coup, toute l'énergie en question n'ira pas sur ma cognition, n'ira pas sur ma motivation, sur ma productivité, sur ma concentration et même sur ma santé. Et c'est là que c'est terrible. Donc à nouveau, effectivement, n'étiquetez pas les gens comme l'a dit Quentin, précédemment. Ne L'autre vous élément avant de te étiquetez prendre la pas parole parce vous-même que non ouais, plus. ouais, ni vous-même effectivement, ouais, ni vous-même. Et avant que tu rebondisses parce que je sens que tu as des choses à dire Quentin, tu parlais effectivement des saboteurs comme étant des comportements, évolutifs. On l'a abordé rapidement tous les 2. Des stratégies, on va dire, pour que nos enfants, simplement puissent être compris par nous et puissent avoir notre attention. Parce qu'un enfant au Mmh. niveau, préhistorique, s'il a pas l'intention, il meurt. C'est simple, hein. Et même aujourd'hui, hein. Un enfant, je suis désolé, mais, durant ses 3 premières années, si on ne le nourrit pas, il meurt. On a un véritable pouvoir sur eux, hein, très clairement. On a une grosse responsabilité, c'est clair et net. Et donc, durant des années, potentiellement, ta fille, du coup, s'est mise en mode victime, sans être péjoratif, encore une fois, comme tu l'as dit. Et donc, elle a intégré le fait qu'en étant une victime, j'ai l'attention de papa et maman. Et du coup, ça crée quoi dans le cerveau? Ça crée un schéma neuronal. Donc, en fait, un chemin Mmh. entre plusieurs neurones qui dit que c'est le chemin le plus économique. Dans mon cerveau, on reste cette notion d'économie d'énergie pour que mon comportement A déclenche le comportement B chez papa et maman, le comportement que moi j'attends. Et forcément, un circuit neuronal, en fait, c'est comme un chemin au début. Un chemin qui n'existe pas au début, c'est que de l'herbe. On commence à le piétiner, l'herbe commence à s'affaisser, le chemin se dessine. Plus on piétine, moins l'herbe va repousser. Au bout d'un moment, ça crée carrément un sentier. Le sentier, à terme, on va le goudronner, on va le paver déjà, après on va le goudronner, après on va faire une route, puis une autoroute. Donc forcément, vous le savez très bien, entre circuler sur de l'herbe et circuler sur l'autoroute, on préfère l'autoroute parce que c'est plus rapide. Pour le cerveau, c'est pareil. Si durant des années, il a créé une autoroute pour se dire que si je suis une victime, j'ai ce que je veux comme comportement, comme retour par rapport à mes parents, par rapport aux autres, pourquoi prendre un autre circuit beaucoup plus sinueux, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus énergivore pour espérer, même pas être sûr, avoir le même résultat. Donc effectivement, c'est vrai que c'est un gros travail à faire. Effectivement, quand on le dit, hein, c'est un outil qui est très simple, qui est ludique même, qui est gamifié, c'est fait exprès. Mais reste le fait que c'est un travail à faire derrière. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est Mmh. de changer vos circuits neuronaux. Et c'est faire en sorte que le circuit de la victime, pour le cas de ta fille encore une fois, s'amenuise, redevienne un sentier. Il faut prendre des semaines de travail et surtout faire en sorte de créer un nouveau sentier avec moins de friction à la base qu'on va pouvoir emprunter pour le remplacer. Voilà, c'est vraiment la précision que je voulais faire en plus pour compléter tes propos qui déjà étaient vraiment intéressants. Merci beaucoup parce qu'effectivement, c'est exactement ça. Ce que j'appelle saboteur, ce que j'appelle comportement automatique, ce qu'on appelle une routine, une habitude, au final, c'est ça, c'est un chemin neuronal. Et ce qui est intéressant, juste pour ajouter par rapport à ce que tu disais, c'est que une fois que l'autoroute, elle a été créée, il y a des stratégies. Moi, tu vois, souvent, je parle de il faut 6 semaines, mais très intensives, pour arriver à la balance, de se dire j'arrête de prendre cette autoroute automatiquement parce que j'ai créé quelque chose d'autre. Et même si vous le faites toute votre vie, ces schémas comportementaux sont tellement ancrés, ces schémas Mmh. neuronaux sont tellement développés qu'ils ne seront jamais supprimés. Jamais. On peut les faire réduire à un état de sentier, les faire passer d'autoroute à sentier, mais ils ont tellement été empruntés des centaines de milliers de fois au quotidien qu'ils ne disparaîtront jamais. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est plus difficile de créer une nouvelle habitude que de la perdre.
Ouais, puis l'exemple le plus parlant, c'est les anciens alcooliques ou les anciens fumeurs, en fait. Ils peuvent arrêter Complètement. Une 40 fois ans que de ton leur vie, cerveau est si pendant ouais, ouais, s'ils prennent un seul verre, ça réactive l'autoroute dont j'ai parlé et c'est fini. Du moins, c'est les exactement chances ça. que ce soit fini grosso modo sont vraiment Mmh. exponentielles, on va dire. Ouais. Après, il y a des recherches qui sont intéressantes sur le sujet où en fait, on se rend compte que quand tu commences à t'enlever l'étiquette d'alcoolique, de Ouais. machin, il y en a qui arrivent à reboire un verre de temps en temps, qui arrivent à refumer une cigarette. Alors je vais pas parler d'héroïne et compagnie parce que ça, c'est moins fun, C'est un peu plus mais dopaminergique, on va dire, ouais. un poil plus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand on enlève l'étiquette, on se rend compte, c'est ceux qui disent ça fait 40 ans que je suis alcoolique, effectivement, ils luttent contre un schéma comportemental qui est nocif pour eux, mais il y a toujours cette étiquette de se dire je suis alcoolique et je le resterai. Et il y a des recherches qui sont en train d'être menées sur le sujet, justement, de dire quand tu retires l'étiquette à travers un schéma, une espèce de process thérapeutique, process d'introspection, Mmh. tu la retires, et justement faire la distinction de ce n'est pas moi, c'est un comportement, les choses sont un peu plus simples et peuvent devenir beaucoup plus simples. Mais effectivement, c'est un travail. Tu vois, tu disais que c'est simple. Effectivement, c'est extrêmement simple. Ça n'empêche que c'est pas facile. Moi, c'est une de mes distinctions préférées, je pense, dans la vie. C'est cette Mmh. distinction entre facile et simple. Il y a beaucoup de choses qui sont simples. Le changement, c'est simple. Le changement, il se passe en un claquement de doigts. Quand tu as pris conscience d'un truc que tu veux supprimer de ta vie, techniquement, tu ne vois plus la vie de la même manière. Tu as changé. C'est simple. Par contre, pour matérialiser ce changement au quotidien et lui donner vie et le rendre automatique, c'est pas facile. Ça demande du travail, Mmh. ça demande de la récurrence, ça demande de la répétition. Effectivement, parce que le cerveau, c'est un gros flemmard. Le cerveau, lui, ce qu'il veut, c'est économiser de l'énergie. Et dans un premier temps, il comprendra pas le fait que tu veuilles changer de comportement, que tu veuilles te séparer d'un comportement qui t'a aidé a priori jusque-là, une, euh, qui t'a apporté une solution, qui t'a apporté un résultat a priori positif. Le cerveau, lui, il s'en fout du positif, du négatif. Il est très neutre. Lui, ce qu'il veut, c'est un résultat, de l'économie d'énergie, le chemin de moindre effort, et, Mmh. et- et c'est tout. Et quand volontairement tu veux changer une habitude, tu veux changer un comportement, au début il bug un peu, il dit mais pourquoi tant de douleur, pourquoi tant de souffrance, pourquoi on devrait recommencer au début parce que ça me bouffe énormément d'énergie. Et c'est Mmh. De pour ça que toute c'est façon, important chacun nos d'avoir cette comportements distinction, de dire que ce sera, ce, chacun ce de nos sera pas facile. comportements vas-y, on va y arriver. Non, non, j'ai fini, Chaque vas-y. chacun de nos comportements, effectivement, est une stratégie de survie. Peu importe ce que vous faites. Boire du café, fumer une clope, aller courir, faire du sport, ça reste une stratégie de survie pour le cerveau. Parce qu'il ne raisonne qu'en termes de survie. Mais effectivement, changer une méthode qui, pour lui, a fonctionné durant des années, c'est très compliqué, comme tu l'as dit. Mhm. Et après, étiquetage, chaque on le dit, on le présente un peu de façon négative depuis tout à l'heure, mais il y a le côté positif aussi. Il y a le côté positif, moi, très clairement, je me colle des étiquettes volontairement, comme celle de sportif, ce qui me pousse à faire du sport. Même des fois quand j'ai pas envie et cetera, je suis sportif. Du coup, un sportif, qu'est-ce Mhm. qu'il fait? Il ferait du sport. Est-ce que c'est pour autant que j'écoute pas mon corps? Non. À nouveau, je suis flexible dans ma rigidité. Je sais que j'ai 4 séances de sport à faire par semaine de musculation. Idéalement, c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi, parce que c'est là que je peux le faire plus efficacement, parce que mes enfants sont à l'école et j'en passe, du moins le plus grand. Mais si jamais, je suis trop fatigué un jour à cause d'une nuit mauvaise, à cause de mes enfants, à cause d'une surcharge de travail, je décale mes séances, peu importe. Mais mine de rien, cette étiquette de «je suis sportif» peut me pousser à me dire: «OK, maintenant en fait c'est le dimanche, Mhm. c'est ma dernière séance. Certes, j'ai pas trop envie. Le week-end a été compliqué et cetera. J'ai l'énergie de le faire, du coup je le fais quand même. Je me motive, je le fais». Donc effectivement, on peut également vous étiqueter vous positivement comme pour vos enfants en fait, c'est la même chose. Réellement, typiquement un comportement qui est évité par rapport aux enfants, mais qui est très compliqué parce que très français, c'est de dire constamment: «C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien». En fait, constamment, en faisant ça, on va induire, le fait que votre enfant, que vos enfants, ça dépend le nombre que vous avez, va faire les choses pour avoir ce très bien-là. Donc sa motivation ne sera pas intrinsèque, mais extrinsèque. Je veux le très bien de papa, je veux le très bien de maman. À l'inverse, ce qu'il faut faire, c'est qualifier le comportement. Typiquement, «Super mon chéri, tu as progressé au puzzle, tu es plus organisé». Du coup, on étiquette le côté organisation. Super, tu as résolu tel problème, vraiment, tu as une bonne réflexion, tu as une bonne mémoire, tu as une bonne capacité d'analyse, tu as une bonne imagination. Du coup, on vient coller une étiquette positive sur ces traits de caractère que l'on veut faire développer chez notre enfant. Et ça l'encourage, ça le motive. Plutôt que de dire constamment: «C'est très bien, je suis fier de toi» et cetera. Il faut arrêter de faire en sorte que vos enfants, recherchent la fierté. C'est important qu'ils l'aient, mais pas directement. Parce que constamment à nouveau, on va créer chez eux une motivation qui va être extrinsèque et non pas intrinsèque. Donc qui va constamment dépendre des autres pour être tourné vers l'action, plutôt que de leur propre schéma interne et comportement interne. T'en penses quoi, toi qui Mhm. coach beaucoup au niveau mental, Quentin? Mais on en revient en fait, moi, cette distinction, enfin pas cette distinction, mais c'est
une des bases de la communication efficace, c'est-à-dire de jamais confondre le message et le messager. Et en fait, je trouve ça très juste parce que souvent on se dit c'est la dynamique de communication la plus importante, de jamais confondre le message et le messager, mais en fait tu peux l'extrapoler à l'être humain en général. Effectivement, il faut jamais mélanger le comportement d'une personne et qui elle est. Il faut limiter au maximum, justement, comme tu le dis, le fait de tout le temps dire c'est très bien, t'es génial, bravo, super ma chérie et compagnie. C'est bien d'encourager. Néanmoins, effectivement, il faut arriver à être un peu plus fin que ça. La problématique qu'on a aujourd'hui dans notre société, c'est qu'on a un vocabulaire qui est en voie de disparition, qui est beaucoup moins fin qu'avant. On parle beaucoup de choses, de trucs, de machins, de ci, de ça, sans définir exactement ce que c'est. Et, je suis entièrement d'accord avec ça, de faire très attention à la manière dont on parle à nos enfants, mais aussi dont on parle à nous-mêmes. Tu vois, tu parles de l'importance de l'étiquetage. Un travail que j'ai commencé à faire il y a quelques mois avec mes clients et qui est d'une puissance mais monstrueuse, c'est de faire le, l'audit de ton discours interne. Ça, je le faisais déjà. Mais pour en fait isoler tout ce que tu penses ne pas être. Tu vois, tu dis je pense que je suis nul, je pense que je suis pas assez intelligent, je pense que machin, que truc. OK. Et une fois que tu as fait cet audit, ce bilan à l'écrit, c'est hyper important de le faire à l'écrit. Tu peux commencer à en tirer des étiquettes positives. Tu vois, on parle beaucoup de la psychologie positive, des affirmations positives, on dit je suis trop fort, je suis trop machin, je suis machin. Mmh. Notre cerveau, il a un détecteur de conneries intégré. S'il n'y croit pas fondamentalement, il ne donnera jamais vie au comportement qu'on s'affirme. C'est beaucoup plus complexe que ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on met sur papier le discours interne qui nous sabote, qui nous limite, que c'est écrit noir sur blanc, on peut commencer à en tirer des affirmations positives juste à côté. On dit par exemple je suis nul en maths. Ça va pas se transformer en je suis bon en maths. C'est pas possible. Le cerveau, il va se dire mais il me prend vraiment Mmh. pour un débile, celui-là, c'est pas vrai, quoi. Mais c'est plutôt de se dire je suis capable d'être meilleur en mathématiques. Mmh. C'est une dynamique totalement différente. Ça paraît fin, ça paraît être un changement différent, mais en fait, d'un côté, tu as un résultat, je suis bon en maths, et de l'autre côté, je suis capable d'être bon en maths. Il y a une dynamique vs un résultat. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois, j'ai commencé à faire ce que j'appelle le document. Et j'aime bien le faire avec mes clients. Donc, c'est d'isoler ce discours interne, de transformer ce discours interne en quelque chose de plus positif et de dynamique, de l'écrire, et que les personnes, pendant, allez, j'ai envie de dire, toute leur vie, se répètent tous les jours leurs affirmations positives. Mais des affirmations positives qui sont concrètes, qui sont vraies, qui les tirent vers quelque chose qu'elles sont déjà fondamentalement et qu'elles savent être capables de faire. Et ça, en fait, ça te permet effectivement d'apposer des étiquettes choisies qui sont en opposition avec tes saboteurs et qui te permettent de leur donner vie à ces comportements. Comme tu disais, je suis sportif. Quand tu dis que tu es sportif et que tu n'as pas envie de t'entraîner, bah, quand tu es face à toi-même, que tu dis bah non, un sportif il fait quoi? Il s'entraîne, comme tu le dis. Mmh. Donc en fait, tu réfléchis beaucoup moins et au début, ça paraît difficile, mais le cerveau apprend à répétition et plus tu lui répéteras que tu es sportif, plus tu lui répéteras que tu es capable d'être meilleur en maths si tu te bouges les fesses et que tu apprends, que tu es capable d'être plus optimiste, que tu es quelqu'un qui partage son amour, que tu es quelqu'un qui communique facilement, et bah tout ça, petit à petit, ça va devenir réel. Parce que le cerveau, il va commencer aussi à chercher la vérité dans ce que tu lui dis. Donc il va chercher les situations où tu as bien communiqué, où tu as fait un bon raisonnement mathématique, où tu as exprimé ton amour de manière inconditionnelle à quelqu'un. Et, et c'est une boucle de rétroaction, en fait, qui se nourrit elle-même, un cercle vertueux. La boucle confiance-compétence, on va dire. Plus tu vas faire quelque chose, plus ton cerveau va trouver des résultats, plus il va trouver des résultats, plus il va avoir confiance en sa capacité à les obtenir, plus il va commencer aussi à élargir cette compétence et vice-versa. Et tout ça, ça se nourrit. Et en plus, plus on va devenir, ce que l'on affirme devenir et ce que l'on veut devenir, plus on va le retranscrire dans le regard des autres. Effectivement, Exactement. si on est bienveillant, on se le dit, du coup, on le devient, les autres nous qualifient de bienveillants, ce qui renforce l'étiquette et ce qui crée à nouveau un deuxième cercle vertueux. Donc ouais, super Mm. intéressant. Et l'affirmation positive comme quoi on fait les podcasts de 1/4 d'heure, on la conserve ou pas?
Ou est-ce qu'on arrête? Ouais, non, franchement, tu sais quoi? On la garde, ça va être le running gag de Papapreneur. On Pierre devrait un quart d'heure commencer qui tous dure les épisodes 50 d'ailleurs comme minutes. ça. Se dire: «Allez, cette fois, les gars, on vous promet qu'on fait un épisode de 15 minutes». 50 minutes plus tard, ils sont toujours là. C'est incroyable. Mais je pense qu'on a fait un peu du moins moi je pense avoir fait le tour du sujet. On a abordé plusieurs Ouais. éléments intéressants, vraiment Après, on va intéressants. partir Bon, sur dans tous d'autres les trucs cas, connexes qui sont tout aussi intéressants, mais on est reparti pour 1 heure, quoi. clairement, ouais, clairement. Hem, je te laisserai m'envoyer le lien, Quentin, Ouais, du coup, pour le je vais test pour les t'envoyer le lien de saboteurs. Comme l'assessment ça, pour le saboteur si vous voulez le faire, vous ouais, verrez, c'est intéressant, ouais. comme ça, je les mettrai. En plus, c'est gratuit, hein. Je le reprécise, mais c'est important, c'est gratuit et vraiment, ça peut vous aider. Ouais. On peut aller plus loin en payant une formation, je crois, qui va avec, mais bon, à nouveau, en qualifiant les choses, déjà, on peut progresser et au Mmh. pire, il y a Quentin, Ah qui est complètement. l'expert ici. Et Entre nous, on autres, ouais. se retrouve la semaine prochaine, non pas pour un épisode, entre toi et moi, mais épisode avec un invité, premier invité du podcast, Ouais, à trop savoir bien. David Nicolas du podcast Limitless, Project, et potentiellement un deuxième invité de suite la semaine qui suit. Donc, là, on commence à intégrer des nouveaux papapreneurs pour qu'ils puissent également vous relater leur histoire, leur parcours qui est fortement différent du nôtre et même qu'on puisse s'inspirer également de leur méthode et surtout également voir un peu leurs difficultés parce qu'à nouveau être papapreneur, c'est très compliqué. On se sent souvent isolé. On a l'impression de traverser des fois un désert tout seul, à galérer sans eau, alors qu'on n'est pas seul. Et c'est bête, mais savoir ça également est réconfortant. Parce que savoir qu'on n'est pas un Mmh. élément isolé, mais malheureusement c'est la norme, permet également déjà d'une part d'accepter facilement la situation, mais aussi de s'en sortir. Parce que si les autres s'en sont sortis, vous pouvez le faire aussi. On est passé par là avec Quentin, on a galéré, on s'est soutenu à l'époque, ça nous a beaucoup aidé, d'où le podcast et d'où le fait qu'on veut également vous montrer un panel de papapreneurs qui ont réussi également à leur tour à trouver les bonnes stratégies pour vaincre le chaos impulsé par un enfant. Mmh. Ah, ça va être Et chouette. ça sera tout, je pense. Ça Ouais, ça va être cool, ouais, c'est ça va le être début ça va être très d'un sympa, ouais, nouveau volet intéressant, ouais. Et on vous tient au courant, bien carrément. évidemment, sur la petite formation que l'on crée avec Quentin, une formation vidéo, vraiment très pratico-pratique, qui va se consommer très vite aussi parce que vous avez peu de temps, malgré le fait que nos podcasts durent 1 heure. On le sait très bien. Mais donc voilà, très pratico-pratique, très actionnable et avec réellement des véritables victoires et des véritables améliorations à chaque, module de formation. Donc là, on bosse dessus activement. Ouais, ça va Un mot de la ça fin, va Quentin? donner, lieu à ça. Ouais, juste pour dire, cette formation, le but, c'est qu'elle soit, consommable en 10-15 minutes par jour, pas plus. On n'a pas envie que ça prenne Ouais, du grand temps max, non, ouais. et promis, ce ne sera pas le même running gag que le podcast et ça durera pas des heures. Mais non, ça va être cool. Ça va être cool, c'est important. Effectivement, nous, ce podcast, il est né de notre relation avec Jérémy. On s'est trouvé un peu par hasard en se disant: «Tain, on est tous les 2 papapreneurs, on rencontre les mêmes Ouais. galères, on n'a pas du tout les mêmes stratégies». Mmh. Et en fait, d'échanger sur ça, d'échanger sur les points positifs, sur les points de douleur, c'est hyper important. Ça, c'est un truc auquel moi j'encourage beaucoup de clients qui sont papa ou maman et entrepreneurs, c'est de trouver des personnes dans la même situation qu'eux. De pouvoir parler en fait, juste ça, mais Mmh. c'est une dynamique de croissance qui est géniale. Ça fait du bien, on a besoin d'échanger. Complètement. Et ça sera, je pense, le mot de la fin. Bonne journée à Ouais. vous et puis du coup à la semaine prochaine pour, le premier épisode d'interview sur, ce podcast. Allez, Bonne ciao. journée à tous. Ciao.